Il y a des députés qui se sont engagés en politique sur le tard. C'est le cas du député de Haute-Garonne. Il est LFI, Christophe Bex. La politique, il la rencontre il y a quelques années quand il se rend compte qu'il peut s'en servir pour mettre en lumière toutes les luttes pour lesquelles il s'engage. Dernière en date, demander un retour des autoroutes sous le giron national. Il a déposé une proposition de loi en ce sens. Il est avec nous pour nous en parler. Christophe Bex, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous. Et tout de suite, c'est l'entretien. Moi, j'ai rien. Alors, Christophe Bex, bonjour. Alors, vous avez déposé une proposition de loi pour la nationalisation des sociétés concessionnaires d'autoroutes. On le rappelle, elles sont 3. Il y a des filiales, Vinci, Eiffage, Sanef. On va légèrement faire un retour en arrière. C'est l'État qui a concédé l'exploitation et l'entretien de ces tronçons à ces entreprises. C'était en 2006. Pourquoi, à ce moment-là, le gouvernement décide-t-il de privatiser en quelque sorte les autoroutes? Quelles sont les justifications en fait, que l'exécutif va avancer? Alors à l'époque, c'est Dominique de Villepin. Enfin, on va rappeler qui était quand même au pouvoir, parce que Dominique de Villepin est devenu une des personnalités politiques les plus prisées. Mais il faut rappeler quand même que cette personne était au pouvoir. Et puis dans les conditions que ça s'est fait, je veux dire, ça a été évalué, ou justement cette vente qui a été sous-évaluée, parce que dans cette histoire, il y a à peu près, on estime à 11 milliards d'euros que l'État aurait dû recevoir. En plus, il n'y a pas eu de renouvellement, on va dire, des concessions, je veux dire des concessions, des carnets de concessions. Il n'y a pas une réévaluation et l'État avait besoin d'argent. On a vendu ça rapidement dans des conditions qui restent obscures et qui ont été critiquées dès le départ, et qu'on voit bien que les usagers, bien souvent quand on leur parle des autoroutes, ils nous parlent toujours de la cherté des autoroutes parce que c'est une rente. Alors, en 2013 et 2014, il y a des rapports successifs de la Cour des comptes, de l'autorité de la concurrence et du Parlement qui établissent en fin de compte une rentabilité excessive pour les concessionnaires. L'exécutif, bien évidemment, a été mis au courant, il a eu ce rapport sous les yeux, mais il n'a rien fait. Pire, il a laissé faire, puisque depuis, les péages, on le voit, ont augmenté. C'est ce que je disais. Alors, c'est vrai qu'il y a déjà eu des propositions de loi. Bénédicte Taurine, députée de l'Ariège, avait déjà fait une proposition de loi dans la 15e législature, et à chaque fois, c'est pas mis à l'ordre du jour. Et l'idée, c'est vraiment que l'opinion publique s'empare de ce débat. Est-ce que la gestion publique face aux intérêts privés, et que j'aimerais bien que cette proposition de loi soit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale pour qu'il puisse y avoir justement débat au sein de l'hémicycle, qu'il y ait des amendements, mais qu'on puisse mettre un coup de projecteur justement comment ça s'est passé, et puis après qu'on s'aperçoive que oui, c'est possible, c'est réaliste et réalisable, et c'est juste de reprendre en main la gestion des autoroutes et ne pas laisser ça à des grands groupes comme Vinci ou Eiffage qui forcément ont un taux de rentabilité énorme. On est de l'ordre de 73% de taux de rentabilité avec la gestion des routes et des autoroutes. C'est une proposition de loi transpartisane qui est avec vous? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs députés de plusieurs groupes qui ont justement signé. J'aurais voulu qu'il y en ait plus, qu'on aille encore plus loin, mais après, justement, j'espère que l'opinion publique, comme je disais tout à l'heure, les gens, les usagers s'emparent de ce sujet-là. C'est le but, je veux dire qu'on est député d'opposition, de faire des propositions de loi, et après que ça soit à l'ordre du jour, qu'il y ait du débat dans ce pays. Alors, le financement de ces autoroutes, bien évidemment, c'est le péage qui a augmenté. Et en Occitanie, d'où vous venez, bien évidemment, les hausses sur les différentes autoroutes de la région varient entre 13 et 22% en 10 ans. C'est assez énorme et c'est ce que vous appelez finalement le racket des automobilistes. Le racket, et puis ce que je voudrais dire, c'est que les sociétés qui gèrent ces autoroutes sont assez malines, parce qu'avant, il y avait le péage, il y avait des personnes, on voyait des humains qu'on payait, et puis on a supprimé les humains. Et maintenant, on supprime les cabines. Maintenant, on prend les autoroutes. Le péage, il n'existe plus. Bien entendu, quand vous arrivez chez vous, vous recevez un mail et vous payez. Donc, on va invisibiliser le péage. Et c'est vrai que les hausses sont au-delà de l'inflation. Si les salaires augmentaient au niveau des péages, le SMIC, il serait à 3 000 €. Je veux dire, c'est clair, au lieu d'être actuellement à 1 400. Alors, certains ont critiqué cette proposition, bien évidemment, dont le ministre des Transports de l'époque, M. Djebari. Une proposition, je vais le citer, ce sont ses mots, bien populiste et bien démagogique, et selon lui, qui coûterait 45 à 50 milliards d'euros. Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors, les sociétés d'autoroutes, il faut savoir qu'elles ont récupéré 3 fois la mise.
elles ont mis, c'était vendu de mémoire, je ne sais plus, 20 milliards, elles ont récupéré 3 fois leur mise. Donc au moment où l'État reprend, il y aura négociation. Mais il est hors de question de mettre ce prix-là. C'est une histoire de rapport de force. Je veux dire, à chaque fois, n'importe comment, les qualificatifs qu'emploie le gouvernement, c'est toujours populiste, tout ça. Non, c'est dans l'intérêt général des citoyens et des citoyennes. Si on appelle ça du populisme, alors oui, alors je suis populiste parce que je suis pour l'intérêt général. Alors on va passer à un autre sujet, le RN. Demain, il y a des collectifs qui appellent à une mobilisation générale dans toute la France pour dénoncer un peu ce qu'a fait Marine Le Pen et ses partisans, dénoncer publiquement une décision de justice. Comment, en tant que député LFI, vous avez vécu cette séquence ? Alors, il faut rappeler justement ce qu'a fait le Rassemblement national et Marine Le Pen, dénoncer, c'est-à-dire il y a quand même 4 milliards 100 millions qui ont été plus que détournés, parce qu'on voit bien que c'est un système. Ici, moi j'invite les électeurs du RN de lire justement les mails qu'ils ont échangés entre eux, qu'ils ont mis en place, c'est marqué noir sur blanc, emploi fictif. Donc on a pris l'argent des contribuables, on a pris l'argent des électeurs du Rassemblement national pour rémunérer des gens. Mais là, c'est... Ils ont mis en place un vrai système de fraude. Les gens ne savaient même pas qu'ils étaient attachés parlementaires. C'est ça, parce qu'il peut y avoir un flou entre attachés parlementaires, entre les missions. Mais là, les personnes ne connaissaient pas leurs députés. Donc c'est manifeste. Puis c'est quand même une histoire qui dure depuis plus de 10 ans, qui a été instruite, fouillée. Et donc après que le Rassemblement national manifeste contre... ce qui, eux, justement, préconisaient, on a dit tête haute, main blanche, inéligibilité à vie, et puis là, non, nous, non, ça ne tient pas du tout. On voit bien le rassemblement qu'ils ont essayé de faire dimanche, c'est un flop, même si les électeurs du RN ne sont pas, on va dire, mobilisables, ce n'est pas un public qui va se mobiliser, c'est pas dans leur culture, mais quand même, ça passe très très mal, même au sein de leur rang, quoi. Alors, on a les municipales de 2026. On sait que l'ancrage au niveau local, ça peut être déterminant pour la suite. Le RN a des petites communes, mais a du mal à se forger une place dans les grandes métropoles. Il n'y en a que 8 dans les 42 communes de plus de 100 000 habitants. Est-ce que vous avez peur qu'ils y arrivent en 2026 ? Alors, oui, le RN, il faut faire attention, parce qu'ils sont partis sur des listes d'union des droites. Donc, ils avancent masqués. Moi, je vois bien que dans ma circonscription, il y a un appel qui est lancé. Alors, sur des communes, c'est pas des grandes communes. La plus grande commune, c'est Muret, qui a 25 000 habitants. Mais ils vont présenter des listes. Parce que l'idée, c'est de choper aussi ces petites communes pour après avoir des sénateurs. La logique est là. Donc, ils vont avancer. C'est pas une liste, on va dire, apolitique ou union des droites, comme ils ont fait pour les élections législatives. En face de moi, j'avais un candidat union des droites. D'accord. Donc c'est ça que vous appelez, ils avancent masqués. Ils ne disent pas officiellement qu'ils sont RN. Bien sûr. Et il faut faire très très attention. Et moi, j'alerte beaucoup les maires de ma circonscription parce qu'ils sont en train de se former. Ils ont, comme on a dit, ils ont des attachés parlementaires. C'est une force en progression. Et l'idée, c'est de prendre justement les communes, les petites, même les grosses, et que nous, en face, à gauche, le bloc gauche progressiste, il faut aussi qu'on ait des candidatures unies. Alors, il y a une montée de l'extrême droite dans le monde entier. On le voit avec Donald Trump, on le voit en Europe, avec l'AfD en Allemagne, avec le RN en France. On se souvient justement du score du RN aux européennes. On sait qu'ils ont un poids aujourd'hui à l'Assemblée nationale. À quel point la parole raciste s'est libérée en France, selon vous, qui êtes député ? Alors, alors justement, je voudrais revenir aux élections européennes, le choc. Le soir des élections européennes, quand je regarde la carte de France, qui est toute bleu marine, à part 4 départements. Mais ici, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, qui a voté pour Manon Aubry, les Hauts-de-Seine pour Valérie Hayé, et Paris, Glucksmann. Mais tout le reste est bleu marine. Pourquoi ? Déjà parce qu'aux européennes, on part avec 4 listes. Si on s'était unis, on n'aurait pas eu ce résultat-là, puis après, la dissolution. Enfin, je ne vais pas refaire toute la jeunesse, mais pour moi, c'était un choc, et c'était un choc pour beaucoup de personnes, ce qui a expliqué aussi la formation du NFP. Je veux dire, la NFP, c'est quelque chose de puissant, c'est au-delà des organisations politiques, et qui a permis d'avoir une réponse. Et la parole raciste, qui est là depuis des années, mais qui est devenue... Moi, cette campagne des législatives, c'est une campagne enthousiaste, mais c'est une campagne qui a été dure, parce qu'en face de nous, on avait des gens qui larguaient complètement toute leur haine vis-à-vis des étrangers. La parole s'était libérée. Et cette parole est de plus en plus libérée dans dans les médias. Et on voit même que la droite, ce que j'appelle les irresponsables, sont en train de récupérer le programme du Rassemblement national. Mais ils oublient une chose, c'est que l'extrême droite va les manger. Des Retailleau, Darmanin, ils seront mangés comme Hitler avait mangé Papen. Je veux dire, le livre de Johann Chapoutot est très éclairant sur la période qu'on vit actuellement avec les irresponsables. Et j'invite tout le monde à s'y plonger. C'est très instructif sur la période qu'on vit actuellement.
Alors pour vous, les irresponsables, ce sont et les médias et le gouvernement. Alors c'est le bloc central, ce qu'on appelle le bloc central, qui est en train de faire une politique qui, à chaque fois, essaye de flatter l'électorat, Rassemblement national. La droite essaye de récupérer son électorat, mais c'est l'inverse qui s'est produit. On voit bien que le Rassemblement national, en mettant des cravates, ont essayé de récupérer. C'est pas qu'ils ont essayé. Moi, je vois dans ma circonscription, la droite n'existe plus. Aux législatives, il y avait un candidat, Union des droites, une candidate macroniste et moi. On avait les trois blocs. Elle n'existe plus, la droite, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de territoires. Communes, ouais. Et c'est là qu'on voit que l'extrême droite a avalé. Alors peut-être que l'histoire des attachés parlementaires va ralentir un peu la progression, mais il faut être vigilant parce que les gens qui votaient Rassemblement national, qui votaient pour Marine Le Pen, qui incarnent quelque chose, quoi qu'on en dise, les motivations des électeurs du Rassemblement national, multifacteurs, mais si on leur enlève Marine Le Pen, que vont devenir ces électeurs? Et c'est ça qui me préoccupe. Où va aller la colère? Et je dirais pas la colère, le ressentiment de ces gens vis-à-vis des étrangers, vis-à-vis de ce qu'ils appellent, ce qu'on appelle, est-ce que j'horreur de ce mot, des cassos, parce que le travail pour eux c'est une fierté. Où va aller le vote de ces électeurs? Alors comment vous expliquez justement qu'il y a une progression de ces électeurs, surtout au niveau des petites localités, hein, notamment vers chez vous? C'est les politiques qui ont été mises en place depuis 40 années, depuis la démission d'une politique dite de gauche en 1983. On a abandonné, on va dire, les classes populaires, et les classes populaires habitent beaucoup, justement, hors des grandes métropoles, tout simplement à cause du logement. On habite de plus en plus loin de son lieu de travail. Et on a fait une croix dessus, hein, je veux dire, c'est clair, au niveau des services publics, au niveau des services privés. 2/3 des communes en France n'ont plus un seul commerce. Je parle même plus là, on parle plus de services publics, mais de commerce. Il y a un endroit où les gens peuvent se rencontrer et débattre, s'engueuler même. Comme je disais tout à l'heure, on manque de débat, on manque de confrontation, et quand les gens sont isolés, l'isolement et la division fait que le vote du Rassemblement national, avec des médias puissants derrière, ne peut que monter comme un bouchon. Il faut lutter contre l'isolement des personnes. Vous le voyez, vous, en tant que député, que que le gouvernement abandonne les zones rurales? C'est clair qu'au niveau des transports, au niveau du service public, au niveau de ce qu'on appelait avant l'aménagement du territoire dans le bon sens du terme, là on a fait des métropoles. On a concentré l'ensemble des activités dans des lieux précis. Activités culturelles, activités économiques, tout est concentré sur la métropole. Si vous n'avez pas de voiture ou vous n'avez pas de transport en commun, vous êtes coupé de ça. Donc vous habitez à 40, 50, 60 km de vos lieux de travail. Vous passez votre temps dans les transports et forcément vous coupez des gens. Alors vous habitez dans un pavillon en périphérie des autres petits villages, mais vous êtes en périphérie. Et moi je note que dans les bourgades de ma circonscription, au cœur, il va y avoir un vote plus progressiste. Et dès qu'on va en périphérie de la bourgade, il y a un vote du Rassemblement national. C'est le même phénomène qu'on trouve en France avec les métropoles, comme je disais aux européennes. Paris, vote Glucksmann, mais autour c'est tout noir. Alors on va revenir ensemble sur la séquence avec Jean-Luc Mélenchon. Je le disais, il y a une forte progression du vote RN hors des zones urbaines dans votre circonscription, et vous avez en quelque sorte imputé la responsabilité à la figure de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'aujourd'hui vous voulez un peu nuancer ce que vous avez dit il y a quelque temps? C'est-à-dire qu'à l'époque, au deuxième tour législatif, oui. Alors Jean-Luc Mélenchon, pour moi, est une personne qui a permis justement en France, qui est encore une gauche. Quand on regarde autour de nous, alors il y a l'exemple de l'Espagne, mais il a réussi à sortir du PS. Il s'est aperçu qu'au sein du PS, il ne pouvait pas changer le PS. On voit bien, ils n'ont pas voté la motion de censure. Et il a réussi à créer une force, le parti de gauche et la France insoumise, et à créer un programme. C'est surtout, moi, on parle de Jean-Luc Mélenchon, on peut parler d'autres personnalités. Moi, ce qui m'importe, c'est le programme et les idées et les luttes. Et notre histoire, et c'est ça. Et Jean-Luc Mélenchon est un formidable catalyseur, un formidable orateur, et au-delà de l'orateur, une culture qui est forte, et on a de la chance d'avoir en France une personnalité comme ça qui a su justement entraîner des millions de gens et former toute une génération de femmes et d'hommes politiques qui vont prendre la succession de Jean-Luc Mélenchon. Quand Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas éternel. Alors, il y a aussi cette séquence à l'Assemblée nationale. C'était hier. Le média d'extrême droite Frontières a fiché les assistants parlementaires LFI. La section CGT, qui représente ses collaborateurs parlementaires, a accusé le média d'extrême droite de mettre une cible dans le dos des salariés. Vous étiez là pendant cette séquence. Vous étiez à l'Assemblée nationale. Je le dis, je le rappelle, vous êtes le 8e député français qui est le plus en présence à l'Assemblée nationale. On vous félicite pour ça. Alors, que s'est-il passé exactement? Parce que c'est une séquence qui est assez floue. On a du mal à comprendre ce qui s'est passé véritablement. Alors ce journal, dont je dirais pas non, qui est pour moi un vrai torchon d'extrême droite et de haine, ils ont fait une enquête sur mon mouvement politique,
62 pages, je crois, enfin bref, et ils ont ciblé des gens, ils ont pris des photos, sans aucune autorisation, ils sont allés fouiller dans les mails, et ils ont carrément fait des listes d'attachés parlementaires, de députés, et ça, justement, il n'est pas possible que nos attachés parlementaires, les personnes qui travaillent avec nous, soient mises pour cible dans un journal, sans leur autorisation, parce qu'on ne parle pas de journalisme là. Là, c'est vraiment des enquêtes d'égout. Et ils ont protesté très logiquement et nous sommes venus en soutien. Et ces journalistes, ces pseudo-journalistes sont venus à l'Assemblée nationale faire de la provocation, comme ils savent le faire quand ils viennent dans les manifestations, en espérant faire un coup médiatique. Et après, on a les députés du Rassemblement national, liberté de la presse. Ce n'est pas de la presse, on ne parle pas de presse, donc il n'y a pas de liberté pour ce genre de dérive, de coups médiatiques, on va dire. Alors, on va encore parler de la France. L'affaire Betterham, on l'a su hier, ouais. François Bayrou, le Premier ministre, sera entendu le 14 mai par la commission d'enquête parlementaire. Qu'en attendez-vous? Alors là, ce qui s'est passé hier, c'est vrai que lors de l'audition, lors de la commission d'enquête, il y a un policier, un juge, qui ont bien dit que le Premier ministre actuel, Premier ministre, lui, non pas le citoyen, comme des fois il se qualifie, c'est bien le Premier ministre, aurait menti parce qu'il savait déjà à l'époque, je crois que c'est en 94 et 96, qu'ils l'ont dit carrément. Et donc, à l'époque, il était ministre, il aurait pu intervenir à ce moment-là. Il aurait pu empêcher les crimes qui ont été commis par la suite. Mais c'est ce qu'ils disent, c'est que justement il est intervenu, mais un peu dans le mauvais sens, finalement. Voilà. Et donc là, moi, ça pose énormément de problèmes parce qu'il a juré. Il a juré devant l'Assemblée nationale une fois, deux fois, devant Paul Vannier, qui l'a interviewé, qui l'a questionné. Et donc, ça pose le problème de la légitimité du Premier ministre actuel, parce qu'il a menti devant la représentation nationale. Alors, il doit s'en expliquer la semaine prochaine devant la commission d'enquête, mais là, nous sommes face à un fait politique majeur dans la situation actuelle de notre pays. D'ailleurs, on va revenir sur la censure du Premier ministre, le PS, qui n'a pas voté la censure. Qu'en avez-vous pensé? C'est dramatique, parce qu'ils sont... Ça vous a choqué, vous y attendez ou pas? Vous pensiez vraiment non, que moi, le PS allait le faire avec vous? Enfin, je sais pas, le Parti Socialiste, c'est terrible parce que du coup, le nouveau Front Populaire qui s'est créé, mais au-delà des partis politiques, je tiens à le signaler, mais du coup, ça a mis un coin. Je veux dire, du coup, voilà, on n'est plus unis, juste au moment où il faut être unis face à la censure. Ce gouvernement, je rappelle quand même, on a gagné les élections législatives. On n'est pas majoritaire, mais on est le plus gros groupe. On aurait dû avoir Lucie Castet, première ministre. C'est ça, en fait, la faute dès le départ. Nous sommes légitimes à gouverner. Et le Parti socialiste, pour diverses raisons, on voit bien qu'ils ont été roulés dans la farine, n'ont pas voté la censure. Ils auraient dû la voter en tant que force du nouveau Front populaire. Pour les électeurs, c'est très important. Et cette trahison, pour moi, c'est une trahison, à part 6 députés du Parti socialiste qui ont refusé de suivre les consignes du Parti. Oui, il y en a 6. Ouais. Alors, on va passer à l'international. J'ai été sur votre Twitter et vous avez posté une photo, une très jolie photo d'une petite fille, Ghazaoui Butaina Aziz, avec ses grands yeux. Elle a été tuée par Israël. Vous avez voulu donc mettre un visage, un nom sur tous ces enfants qui sont tués par Israël. Et vos collègues, députés LFI, ont fait pareil à l'Assemblée nationale. Cette séquence, ils ont brandi les photos des enfants Ghazaoui. Je propose de regarder cette séquence. Ce sont nos enfants. Et comme nos enfants, ils ont un nom, ils ont un visage, et ils ont une vie à vivre. Comme Bissane Al-Hindi, qui a été tué dans son sommeil par un bombardement sur sa tente à Khan Younes dans la nuit du 17 au 18 mars dernier. Regardez ce visage. C'est interdit de brandir des affiches. Regardez tous ces visages autour de moi. Ce sont les visages de notre mauvaise conscience. Vous n'avez plus la parole. Je ne sais pas à qui s'adresser à votre question. Vous n'avez plus la parole, monsieur le député. Je vous remercie de ranger ces affiches. Vous contrevenez au règlement de l'Assemblée nationale. J'imagine que votre question s'adressait au ministre des Affaires étrangères et donc je donne la parole à monsieur Benjamin Haddad. Nous regarderons ce que nous ferons comme sanction, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, allez, s'il vous plaît. Monsieur Caron, pourquoi avoir fait ça? C'est vraiment le minimum qu'on puisse faire pour les enfants palestiniens qui sont aujourd'hui complètement ignorés et qui vivent un calvaire depuis maintenant 1 an et demi. Et comme vous le savez, il y a 3 semaines, Israël a unilatéralement rompu le cessez-le-feu. Il faut que vous sachiez que
Chaque jour, depuis la rupture du cessez-le-feu, il y a 100 enfants qui sont soit tués, soit grièvement blessés par l'armée israélienne. Et pourtant, quasiment plus personne n'en parle dans l'actualité, et dans la classe politique encore moins. Ce qui se passe à Gaza est une honte absolue. On ne cesse de le répéter avec notre groupe depuis 1 an et demi. On vient encore de se faire traiter d'antisémite par un représentant du gouvernement, alors que la seule chose que nous faisons depuis 1 an et demi, c'est de dénoncer le calvaire que subissent les Palestiniens en dehors de tout respect du droit international. Est-ce qu'on a entendu parler de droit international aujourd'hui dans la réponse du ministre ? Absolument pas. Le droit international, la France est en train de l'enterrer à Gaza. Et c'est une honte pour notre pays, un déshonneur, une marque qui restera extrêmement longtemps sur notre pays. Alors on vient d'entendre votre collègue Aymeric Caron, c'est une honte. Et pourtant, Yaël Braun-Pivet a répondu à cette séquence, a réfléchi aux sanctions qu'elle va prendre contre les députés LFI. C'est un peu clair, en France, on doit taire finalement l'atrocité de ce qui se passe à Gaza. Alors Aymeric Caron a tout dit, là j'y étais justement à cette séquence et c'est salutaire, il faut vraiment mettre des visages, faire réagir l'opinion publique. On voit bien, Emmanuel Macron a réagi, Yaël Braun-Pivet revient sur son soutien inconditionnel, mais je veux dire, c'est... L'histoire nous jugera, c'est ce qui se passe actuellement à Gaza. Alors je tiens à rappeler, il faut toujours le rappeler, que nous sommes pour la libération des otages. Je veux dire, ça c'est important. Mais ce qui se passe à Gaza, je veux dire, 15 000 enfants, puis on parle de morts, mais au-delà des morts, il y a les personnes qui sont blessées, ce pays qui est détruit. Et puis, qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer, ces générations de survivants? Ils vont avoir la haine, et forcément la haine qui va porter en eux. On aura détruit leur famille, leur pays, leur terre, et on est en train de générer une haine pour des siècles et des siècles. Le conflit israélo-palestinien, il dure depuis trop d'années. Il est temps, justement, de se mettre autour de la table et dégager ce gouvernement qui est actuellement en Israël, quoi. Gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou. Vous le disiez, Yaël Braun-Pivet est revenue sur ses propos, c'était hier, elle aura mis du temps, mais elle l'a fait. Ouais. Elle a dit, voilà, j'ai eu tort de parler de soutien inconditionnel. Emmanuel Macron dit qu'il va reconnaître l'État palestinien au mois de juin, sous certaines conditions, certes, mais est-ce que vous avez l'impression que c'est un petit peu en train de se retourner un petit peu doucement ? Alors, un petit peu doucement, mais alors là, ce sont des paroles, il faut passer aux actes, parce qu'il y a déjà des pays qui ont reconnu l'État de Palestine, et il est temps que la France, je veux dire, la France, pays des droits de l'homme, on ne cesse de le dire, mais moi, c'est la violence de moi, ça fait 1 an et demi, même plus, qu'on nous traite islamo-gauchistes, antisémites, mais je pense qu'il est temps maintenant d'inverser. Nous sommes dans le juste, il le dit très bien, Aymeric Caron, il a tout dit lors de ses déclarations, et que Yaël Braun-Pivet, quand du haut de son perchoir, soutien inconditionnel, mais c'était une folie pure. Alors c'est bien qu'au bout d'1 an et demi, ils commencent à prendre conscience et que petit à petit, ils vont essayer de regarder la réalité en face de ce qui est en train... Alors peut-être que Trump, avec son projet immobilier, les a fait peut-être bouger, je ne sais pas, mais il est temps de reconnaître ce qui se passe, un génocide à Gaza. Alors Christophe Beck, justement, c'est bientôt la fin de cette interview. On va parler de Donald Trump, vous venez de le nommer. On sait la folie qu'il a dite sur le projet de Riviera à Gaza. Là, il met des droits de douane vertigineux. Finalement, il revient dessus. Est-ce qu'il n'est pas un peu en roue libre, j'ai envie de dire ? Alors c'est une personne qui fonctionne au rapport de force. Je veux dire, il va faire une déclaration avec toute sa communication, il va imposer des droits de douane, après il voit bien les marchés financiers comment ils réagissent, il va changer sa politique, et ce que je trouve dommage, c'est que l'Europe est toujours en réaction. Moi, je pense qu'il est temps, justement, de se poser la question sur le libre-échange, les dégâts que font les libres-échanges, et que nous, on arrête d'exporter pour exporter. Quand je prends l'exemple de l'agriculture, on n'arrête pas de dire aux agriculteurs qu'il faut exporter. 50% de nos fruits et légumes sont importés. Pourquoi on ne travaillerait pas justement à relocaliser, aussi bien pour l'agriculture, notre industrie, et recréer de l'emploi au plus près des gens? C'est ça qu'il faut faire, et non pas, on voit bien que le libre-échange, c'est la folie, et quand on a des personnes comme Donald Trump, on regarde, on voit, c'est au jour le jour, Donald Trump, c'est un feuilleton, le but c'est ça, et puis la guerre contre la Chine, parce que ce qui préoccupe les États-Unis, c'est pas l'Europe, c'est la Chine. Christophe Beck, vous êtes député LFI. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci pour votre invitation. Et je rappelle, vous avez déposé une proposition de loi pour la nationalisation des sociétés concessionnaires d'autoroutes. Et j'invite tout le monde à s'y intéresser.
Merci à vous. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou par mail. Si vous nous suivez à la télé et continuez à soutenir votre média, un média qui vous garantit une information libre et indépendante et qui vit grâce à vous. Alors abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Je vous dis à tout à l'heure à 13h pour le Journal des luttes.